Comme nous le savons fort bien et comme nous le disons toujours, le meilleur jour de la vie, c'est aujourd'hui. Le meilleur moment, c'est maintenant. Et maintenant, peuple congolais, c'est bel et bien l'heure du Congo, l'heure que nous avons choisie pour parler de notre pays. Notre bien le plus précieux au monde, la République démocratique du Congo. L'heure également que nous avons choisie pour dire tout haut, c'est que autre part et autrefois nous avions dit tout bas. Ici, nous recevons des Congolais qui ont des analyses à partager avec vous, qui ont des points de vue ou des avis à partager avec le peuple congolais, toujours dans le but de trouver des solutions aux problèmes qui rongent les saluts de notre pays. Cette coutume est encore respectée aujourd'hui, mais avec une petite différence, c'est-à-dire nous allons recevoir deux Congolais qui vont échanger, réfléchir avec nous sur la situation du Congo. Le premier, c'est monsieur Oscar Ramazani, qui est ici à ma gauche. Il est analyste politique, un patriote avéré. Il n'est pas aussi étranger dans le domaine qui est le mien, c'est-à-dire dans le domaine de la presse. À ma droite, nous recevons monsieur Shadrack Toubengue. Shadrack Toubengue, il est également analyste politique, un patriote aussi avéré. Et avec les deux, nous allons mener une petite réflexion au cours de cette émission pendant ces temps qui nous est accordés par le Peuple d'Abord Télévision sur ces plateaux de l'heure du Congo. Alors avec vous, nous recevons nos deux invités. D'abord, Oscar Ramazani. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Et merci à tous les téléspectateurs. C'est pour la première fois que vous vous présentez sur le plateau de l'heure du Congo. C'est quoi les sentiments? Très content et très heureux. Très bien. Shadrack Toubengue, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Également, pour la première fois pour vous, c'est quoi le climat? En tout cas, je suis ravi et le plaisir est partagé. Très bien. Alors, nous devons signaler à notre public qui va nous suivre que ici, ils auront affaire à deux Congolais qui n'auront peut-être pas des avis convergents, mais la lumière ne peut jaillir que lorsque les idées sont... Lorsqu'il y a choc d'idées, hein, lorsque les idées sont en choc. Vous verrez que l'un va défendre certainement le pouvoir en place, l'autre sera peut-être à l'autre extrême, mais tous les deux feront cet exercice toujours dans le souci d'aider notre pays à aller de l'avant. Alors, fidèles téléspectateurs, nous allons parler de trois grands points aujourd'hui. Le premier, c'est la situation sécuritaire en République démocratique du Congo, surtout dans sa partie Est. Le deuxième point, nous allons parler de la situation politique, hein, avec certaines sorties médiatiques que nous avions enregistrées. Nous allons analyser les motivations de chaque acteur qui a fait une sortie médiatique. Et troisièmement, nous allons parler de la situation sociale. Ce sont les trois points qui vont nous occuper au cours de cette émission. Alors, Oscar Ramazani, analyste politique. La situation sécuritaire dans l'Est de la RDC fait mal. Qu'est-ce que vous pensez à préconiser comme solution pour qu'enfin nous puissions vivre la paix dans cette partie de la République? Merci pour la parole m'accordée et pour l'occasion qui est la mienne. La République démocratique du Congo, dans sa partie Est et dans son entièreté, si nous voulons et comme nous voulons la paix, nous devons préparer la classe politique. Ok. Nous devons préparer la classe politique responsable, avérée et qui sont nationalistes. Mais pendant que cette guerre-là s'entretient dans la partie Est, il y a plusieurs gouvernements, plusieurs régimes même, qui sont passés. Alors jusque-là, on pense que le problème n'est pas vraiment de la politique interne du pays. Pas tellement de la politique interne comme on le pense. Ce que vous dites est vrai, la politique interne est là pour autre chose que la guerre. Parce que la guerre en République démocratique du Congo, si nous osons croire, retracer un peu l'histoire de cette guerre, ça commence bien avant l'indépendance. Très bien. Parce que au moment où
le Congo préparait l'indépendance, le Congo cherchait l'indépendance, tandis que le Royaume-Uni, les États-Unis, la France, l'Allemagne et d'autres pays étaient en train de préparer autre chose, comme le Portugal, l'Espagne, préparer autre chose pour la République démocratique du Congo, pour la République du Congo à cette époque. Très bien. Alors, spontanément, le Congo indépendant, ils ne pouvaient pas laisser leur programme qu'ils ont pris depuis lors. Ils avaient le programme d'émietter le Congo, hein, ce qu'on dit balkaniser le Congo. Très bien. C'est-à-dire prendre une partie donnée à la France, à la Belgique, à l'Allemagne, et ainsi de suite les États-Unis. Mais il y a quelques temps ici, il y a 2-3 ans, je dirais même 4 ans, l'opinion congolaise, poussée par certains politiques, disait que c'est le régime passé, celui de Joseph Kabila, qui serait responsable des tueries, des massacres dans la partie Est. Aujourd'hui, c'est un autre régime. Doit-on dire que la continuité de l'État, c'est aussi la continuité des conflits? Ce n'est pas la continuité de l'État, la continuité des conflits. La continuité des conflits vient ailleurs. Tout Congolais comme vous et autres, ils savent bien que le Congo est convoité de par ses richesses naturelles. C'est ça ce qui attire l'attention, cette convoitise. C'est ce qui attire tout le monde pour venir ici au Congo et faire de n'importe quoi. Ils croient que les Congolais sont lâches. Les Congolais sont dupes. Alors, ils ont trouvé dans les chefs des Congolais, les régimes passés, monsieur l'ancien président Joseph Kabila Kabange aurait demandé à la MONUSCO, le MONUC aujourd'hui, la MONUC et la MONUSCO aujourd'hui, il a dit, dites-moi un seul centimètre et un seul groupe armé qui a été radiqué par la MONUC, aujourd'hui la MONUSCO. Il n'y en a pas. Vous voyez? Ça veut dire que la MONUC est venue, c'est les Nations Unies, Organisation des Nations Unies, toutes les Nations Unies, les nations du Donc monde. On suppose que la MONUSCO, c'est l'armée des armées. C'est l'armée du monde. Très bien. Alors, étant donné que l'armée du monde en République démocratique du Congo est venue pour mettre la paix, non pas pour la mettre la paix pour les Congolais, mais c'est pour mettre la paix pour eux-mêmes. Tirer les ressources naturelles. Que la Grande-Bretagne, tirer les ressources naturelles. Que les États-Unis a besoin, la France, ainsi de suite. La guerre en République démocratique du Congo, c'est plus que la guerre en Ukraine. Très bien. Est-ce que Shadrack Toubengé a le même point de vue que Oscar Ramazani? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant de tout commencer, je dois présenter ici mes condoléances aux familles, à nous-mêmes, le peuple congolais, parce que ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts à l'Est et qui continuent à mourir, c'est nos frères. Je présente mes sincères condoléances. Nous faisons de même que vous. Merci. Je ne partage pas le point de vue de ton invité. Ici, il s'agit de trouver la solution à un problème qui suppose qu'il y a des tueries où nous devons faire un effort d'arrêter. C'est bien de maîtriser l'histoire, c'est bien de maîtriser les organisations internationales. Mais ici, chaque minute, chaque jour, il y a des tueries à l'Est. Qu'est-ce que nous devons faire pour trouver solution à tasser? C'est ça la problématique. Et ici, il ne s'agit pas de mettre notre espoir sur les Nations Unies, sur les militaires de MONUSCO. Oui, bien sûr, la charte des Nations Unies dit que la mission première de la MONUSCO, c'est mettre la paix dans le monde. Mais nous ne devons pas compter sur la MONUSCO. Pourquoi? Parce que
nous avons une armée républicaine. Nous avons des militaires qui doivent nous défendre l'intégrité territoriale de chaque périmètre. Ok. Et ici, je vous donne un exemple concret, un exemple patent. Discussion d'un territoire entre la Syrie et Israël sur le plateau de Golan. Aujourd'hui, les casques bleus, les militaires des Nations Unies sont là, sur le territoire du plateau de Golan. Les territoires revendiqués entre les Syriens et les Israéliens. Mais ça n'empêche à l'armée israélienne d'aller attaquer là où il y a le problème. Ok. Et nous devons compter sur... Donc, quelque part, vous pensez que les FARDC ne font pas réellement le travail qu'ils devaient faire. C'est comme si tout le travail est laissé entre les mains de la MONUSCO et que la responsabilité congolaise est oubliée. Aujourd'hui, j'ai l'impression, comme nos autorités voient la présence des Nations Unies, pensent que des militaires des Nations Unies pensent que nous devons compter sur les militaires des Nations Unies. Non, nous avons une armée, il faut soutenir l'armée. Aujourd'hui, si vous voulez être fort, puissant, vous devez avoir une armée forte. Très bien. C'était donc une introduction afin que nous sachions comment nous allons orienter le reste de notre émission. Voilà maintenant là où les contradictions vont commencer, parce que je maîtrise très bien mes invités. Oscar Ramazani, Bunagana est jusque-là entre les mains de l'ennemi. On a raconté des choses et des choses, mais on retient que jusqu'au moment où nous enregistrons cette émission, Bunagana est entre les mains de l'ennemi. Autrefois, l'on racontait que c'est Joseph Kabila qui était le responsable de conflits et de troubles dans la partie Est. Mais sous Joseph Kabila, Bunagana était congolais. Après Joseph Kabila, Bunagana est sous l'emprise du M23. Doit-on dire que la gestion des conflits dans l'Est sous Joseph Kabila était meilleure que ça se fait aujourd'hui sous Félix Tshisekedi? Merci. Tout ce que je peux vous répondre clairement, Bunagana et le M23 ne sont pas sur le territoire national à partir de M. Félix Tshisekedi. Ils sont venus au Congo, ici, il y a longtemps, ces gens-là. Ils sont au Congo il y a longtemps. Et je reviens un tout petit peu sur la phrase de dire que l'ONU, derrière la MONUSCO, est là, avant l'arrivée de Tshisekedi au pouvoir. L'ONU est là. Mais on n'avait pas pris Bunagana. Non, comme observateur. MONUC comme observateur. Et MONUSCO, mission des Nations Unies pour le maintien de la paix. Il n'avait pas Bunagana entre les mains de M23 à l'époque de M. Joseph Kabila. Comment cela se fait aujourd'hui? Alors maintenant, le maintien de la paix est là. Mais vous voulez tant responsabiliser l'Organisation des Nations Unies au lieu de ramener le problème? J'y vais parce que nous ne voudrions pas qu'on ait une épine sous les talons. L'épine sous les talons, c'est quoi? Monsieur Kagame, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et le meilleur ami et le frère du président de la République lui-même l'a dit. Il a dit, nous sommes des frères, parce que le Congo et les Rwandais et d'autres pays frontaliers, nous sommes des frères. Nous sommes condamnés de vivre en paix ensemble, jusqu'à la fin du temps. Pourtant, ce sont des Nilotiques et des Bantous. Non. La fraternité connaît quand même un peu de... Allons doucement. Très bien. Nous sommes frères. C'est un pays frère. Vous n'avez pas à oublier que les frères tuent leurs frères. Et le premier cadavre sur la terre a été tué par son frère.
Alors pourquoi ça gênait lorsque Kagame a été présenté comme le frère de Joseph Kabila? Ça gênait. Ça devient juteux. C'est dans les cadres des Africains. Nous sommes tous Africains. Nous partageons les mêmes valeurs africaines. Là, vous n'allez pas me contredire, monsieur le journaliste. Nous partageons les mêmes valeurs africaines. Nous sommes condamnés de vivre ensemble jusqu'à la fin du temps. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne sera jamais déplacé de là où il est et le Congo ne sera jamais déplacé de là où nous sommes. Pourtant, d'aucuns pensent que le Rwanda un jour, quand Kagame ne sera plus au pouvoir, les Congolais vont vivre peut-être en paix, même tout de suite, avec les Rwandais. Ce n'est pas le Rwandais. Donc pour vous, le responsable, c'est la MONUSCO? Non, non, non. Je n'ai pas dit la MONUSCO. Je vous dis, le Rwanda, c'est un arbre qui cache la forêt. Parce que la MONUSCO, les militaires de la MONUSCO ne sont pas les militaires rwandais seulement. Ce sont les militaires des autres nations qui sont dans la MONUSCO. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont venus faire la religion de leur chef. D'où on doit trouver cette situation normale. Vous savez, je n'ai pas trouvé la situation normale. Écoutez-moi. Je vous ai dit que la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, c'est plus que la guerre de l'Ukraine. Pourquoi? Parce que c'est plus de 20 ans que nous sommes en guerre. Ce pays est dans la guerre plus de 20 ans. La MONUSCO, ils sont là, mais ils n'ont jamais réagi. La communauté internationale n'a jamais dit mot. La communauté internationale aujourd'hui mobilisée pour soutenir M. Zelensky. Pour soutenir Zelensky. Mobilisé entièrement. Alors, le Congo, dis-moi la différence entre la nation congolaise et la nation de l'Ukraine. Très bien, nous allons y revenir. Messieurs les journalistes, je ne suis pas en train de chuter tout de suite, mais je vous demande une minute. Très bien, rapidement. Si le président de la République dit nous sommes des frères avec les Rwandais, ce n'est pas dire que nous devons agir coup sur coup ou que nous n'avons pas une armée, comme a dit mon co-débatteur. Nous avons une armée. Et quand l'armée congolaise a essayé, a fait face à cette armée rwandaise, à M23, qui est derrière, parce que M23 a commencé avec RCD. De RCD, ils sont devenus SNDP. SNDP, ils sont devenus M23. Et M23, à l'époque de Joseph Kabila, ils avaient l'habitude. Ils vont bouger quelque chose là-bas et on leur donne des postes. On les appelle sur les tables de négociation. Venez, on va négocier. On leur donne des postes. Venez, on va négocier. On donne des postes. Venez, on va négocier. Connaissez-vous des postes qui sont occupés par les anciens du M23? Ils sont des généraux. Ce n'est pas pour rien que Joseph a trouvé que non, arrête, je ne peux pas continuer avec ça. C'est pourquoi on les appelle M23, le mouvement du 23 mars. C'est ce jour-là que M. Joseph Kabila Kabange a dit non, pas question, allez réfléchir. Il faut le désarmement et vous regagner dans la vie civile. C'est ça ce que Joseph a dit. Maintenant, ils sont partis, ils sont encore revenus pour dire non, nous avons l'habitude. Vous savez, le Congo a connu beaucoup des infiltrés à tous les niveaux. Très bien. Dans ces pays. On va y revenir. Shadrack Tshubenge, pensez-vous que le régime de Félix Tshisekedi a la stratégie nette pour barrer la route au M23 et pour récupérer Bunagana? Monsieur les journalistes, je dois quand même recadrer certaines choses. Allez-y, c'est votre droit. Quand mon co-débatteur dit que j'ai dit que non, nous n'avons pas l'armée. Ce n'est pas ça ce que j'ai dit. J'ai dit ici, nous avons une armée. Mais nous ne devons pas prendre notre espoir, mettre sur les militaires des Nations Unies. Très bien. Est-ce que nous avons l'armée? Est-ce que notre armée est bien équipée? C'est une question que vous devez poser à votre invité. Vous devez poser à Mais nous sommes sous embargo. Comment voulez-vous que nous ayons une armée bien équipée? Je vais vous répondre. Vous pouvez poser à votre invité une question. Les militaires congolais payaient combien? Mais ça, c'est depuis toujours. Ça, c'est avant la prise de Bunagana. Maintenant, le problème ici, nous devons faire un effort d'être fort en Afrique centrale. Si vous regardez les pays du monde, si vous regardez les pays qui sont entourés par beaucoup de voisins,
ils sont forts. Je vous cite par exemple la Russie. Est entourée par plusieurs pays. Je vous cite l'Allemagne, le Brésil. Vous devez avoir une armée forte et capable de vous défendre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre un budget colossal dans l'armée. Il faut soutenir l'armée. Il faut payer bien les militaires. La fois passée, on avait dit aux les généraux congolais, c'était passé dans des médias, qui vendaient des armes, des tenues aux rebelles. Et ici, on pointe du doigt le Rwanda, c'est le Rwanda qui nous agresse. Oui, c'est bien le Rwandais qui sont les soutiens indéfectibles des M23 et les groupes armés. Personne ne disconvient. Mais là où il y a le problème, c'est quoi? Nous devons être capables. Est-ce qu'à l'époque de Mobutu, les Rwandais nous attaquaient comme on nous attaque aujourd'hui? Si on nous attaque aujourd'hui, c'est parce que ils ont compris que, nous sommes divisés à l'intérieur, nous ne sommes pas forts, nous sommes faibles, on veut à tout prix mettre la diplomatie à la première position. Là où la diplomatie a échoué, là où vous appelez que c'est ton frère n'a pas réussi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça le problème. Quand ton frère fait mal, ayez le courage de le dire en face que tu as mal fait. Et si tu es capable de les gifler, il faut le faire. Shadrack Toubengue, faisons une petite comparaison. Oui. La gestion de l'armée ou des conflits armés dans la partie Est sous Joseph Kabila et sous Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, laquelle a pu donner l'espoir aux Congolais? Sur ce point, je dirais qu'il n'y a pas un changement. Il n'y a pas un changement. Pourquoi? Parce que vous allez voir que les ADF sont là jusqu'à aujourd'hui. Ils occupent les mêmes territoires. Il y a un chevauchement, une petite péripétie de mouvements de va-et-vient, mais les ADF sont là. Même à l'époque de Kabila, les M23 étaient disparus. Ils étaient en débandade. Mais aujourd'hui, ils sont revenus en force. Donc, moi, je trouve qu'à l'époque de Kabila et à l'époque de monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la même chose. Il n'y a pas vraiment un changement comme le peuple espérait. Aujourd'hui, il faut dénoncer là où il y a le mal. Il faut avoir ce courage-là. Très bien. Oui, il faut avoir ce courage de dire que ici, ça ne marche pas, pour aider le président à mettre les moyens, à chercher des stratégies. Parce que quand vous essayez la première stratégie à échouer, il faut passer à la deuxième stratégie. Et comment on assiste toujours à des tueries? Et là, monsieur le journaliste, je profite de cette occasion pour vous dire que nous voulons les enquêtes approfondies. Très bien. Pour les Congolais qui sont tombés, qui sont décédés à l'Est, aujourd'hui, j'ai suivi sur RFI, c'est 20 morts aujourd'hui. C'est 20 morts quand même, c'est trop. D'accord, on y arrivera. Merci. Oscar Ramazani, Shadrack Toubengue. Parlons des mouvements de revendication de la part de la population. Vous allez prendre la parole. Vous allez prendre la parole. Okay. Vous pouvez le recadrer s'il y a des points qui ne convergent pas avec votre façon de voir les choses. Nous allons parler maintenant des mouvements contre la MONUSCO. Nous sommes en train d'enregistrer des morts tous les jours. D'aucuns pensent que c'est là est arrivé juste après les déclarations faites par le président du Sénat, je cite Modeste Bahati Lukwebo. Apparemment, son discours a été la goutte d'eau qui a débordé le vase. Aujourd'hui, on enregistre des morts. Qu'est-ce que vous en dites, Oscar Ramazani? Merci. Je devais d'abord revenir sur l'espoir que nous pouvons mettre dans le gouvernement Tshisekedi. Président Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement, son équipe, c'est l'équipe actuelle qui a tenté et qui est en train de faire par tous les moyens pour donner des décisions fermes en ce qui concerne la gestion de la République. Décision ferme, mais ça se vit, hein? Ça ne se compte pas. Oui, ça ne se compte pas, ça se voit, parce que le président a dit que plus question de prendre qui que ce soit et le faire donner quelque chose comme un poste.
s'il s'agit de la diplomatie, parce que mon frère, mon co-débatteur a parlé de la diplomatie est là, mais la guerre est là. Pas question de prendre qui que ce soit pour les donner et poste ici, comme ça se faisait par le passé. Et dans le gouvernement Tshisekedi, l'Assemblée nationale a mis fin à tout accord qui a été signé précédemment avec les Rwandais. Et c'est l'unique gouvernement qui a pris une telle décision en face de ces gens-là. Ah bon? Oui, c'est l'unique, et alors unique gouvernement qui dit non à tout accord qui a été signé et avec plusieurs signatures. Parce que les Rwandais ne sont pas venus au Congo hier, à l'époque de Tshisekedi. Quand ils étaient ici en 98, en 94, ce n'est pas Tshisekedi qui les a amenés. En 97, ils sont venus avec Mouzé. Et quand Mouzé leur avait dit de rentrer chez eux, parce qu'ils ont pillé les Congo, hein, ils sont partis le 2 août 1998. C'est là qu'est né le jour que RCD a pris naissance. Pour revenir encore au Congo et chercher les postes encore une fois de plus dans notre pays. Et quand on a vu que ça ne va pas, ils se sont fait des ministres, ils se sont fait de vice-présidents dans ce pays, RCD. Ils étaient même à la rédaction de notre constitution. Et tout ça, c'est pour chercher comment mettre quelque chose pour qu'ils puissent continuer à s'infiltrer dans ce pays. Très bien. Parlons Monisco. Jusque-là, parlons revendications populaires. On parle des revendications populaires. Bien sûr, la population a droit, parce qu'il n'y aura jamais eu un Congo sans Congolais. Si nous parlons du Congo, c'est parce qu'il y a des Congolais que nous sommes. Alors, personne d'autre va protéger ce pays à part nous, les Congolais qui y sommes et qui y vivons. C'est nous, pendant notre époque, notre période, nous devons montrer de quoi nous sommes capables et de quoi nous pouvons faire pour notre pays. Nous n'allons pas dire non et écoutez... Mais ils ont donné la mort à quelques agents. Il n'y a pas question de dire que les revendications de la population congolaise à l'est du pays par rapport à ce qui a été fait aux côtés des camps de la MONUSCO, ça peut chatouiller tout le monde. Comme si nous oublions que nous sommes morts plus que ces Congolais-là. Et c'est les agents de la MONUSCO. Vous savez combien de Congolais sont tombés avec cette guerre? Vous savez combien de biens sont pillés? Vous savez combien de ressources naturelles sont parties? Est-ce que vous enregistrez ça? Vous savez, ils sont combien ici, en République démocratique du Congo? Très bien. Et qu'est-ce qu'ils font? Et maintenant, si les Congolais disent non, vous êtes venus chez nous, nous ne voyons pas ce que vous faites chez nous, vous êtes venus pour la paix, mais vous ne nous donnez pas la paix. C'est-à-dire, selon M. Ramazani, je vous dis aujourd'hui, si l'insécurité persiste quelque part, ça veut dire que la personne ou ceux-là qui sont censés donner la sécurité sont complices. Très bien. Merci beaucoup. Nous prenons aussi la parole nous donnons aussi la parole à votre co-débatteur, Shadrack Toubengue. Pensez-vous que ces soulèvements populaires pourraient impacter positivement pour qu'enfin nous disions il y a la paix dans l'est du pays? Mais c'est les journalistes. La constitution congolaise est claire. Son article 26. La liberté de manifester est garantie. C'est constitutionnel. Mais il ne faut pas détruire, il ne faut pas tuer, il ne faut pas aller au-delà. C'est ça que nous dénonçons. C'est ça que nous dénonçons. Vous devez faire un effort d'avoir la culture démocratique, c'est-à-dire que si vous voulez manifester, il faut faire ça dans l'ordre constitutionnel. C'est-à-dire qu'il ne faut pas piller, il ne faut pas casser, il faut être en ordre. Tout ce que nous venons de voir, il faut, comme je venais de dire tout à l'heure, il faut les enquêtes pour établir la responsabilité de chacun. Et ce que vous venez de parler, je ne voulais pas citer ici les noms de personnes parce que nous ne sommes pas venus défendre les personnes, mais nous sommes venus défendre le Congo. Vous avez cité le nom du président du Sénat. Il avait dit que la MONUSCO parte. C'était ça. Très bien.
les institutions sont là. Les patrons des Nations Unies est là. S'il faut que la MONUSCO parte, c'est légal, c'est le droit le plus légitime. C'est pourquoi j'ai dit que ce qui manque à nos autorités, c'est la bravoure, le courage de dire les choses claires. Saisir, par exemple, les Nations Unies, poser les problèmes. Plus de 20 ans au pays, nous voyons qu'il n'y a aucun changement. Il y a des tueries. Nous-mêmes, nous voulons prendre notre responsabilité en main. Comme je venais de vous dire, je n'ai jamais cessé de le dire que le problème de Congolais doit se passer par les Congolais et trouver la solution toujours par les Congolais. Que d'appeler les autres et venir vous donner la solution. Ça ne se fera nulle part. Très bien. Aujourd'hui, la population de Kivu a raison de manifester parce que cette population est victime directe des morts enregistrées à répétition. Voilà pourquoi je dis ici qu'il faut le faire en ordre, en respectant la loi, en respectant les lois de la République et la Constitution. Et pour le faire, je dois donner ici une précision. Le droit de manifester, ce n'est pas, nous ne sommes pas dans les régimes d'autorisation, nous sommes juste dans les régimes d'information. Vous écrivez votre mémo, vous informez, vous manifestez que d'aller prendre le matelas, aller prendre ceci, les histoires de MONUSCO et de morts, de par-ci par-là, c'est ce que nous dénonçons. Et j'ai attendu ici votre invité dire que non, il y a un changement et tout ça. La question de Bunagana, il a eu mal à vous répondre. Il faut lui poser la question, où sommes-nous avec l'état de siège aujourd'hui? C'est ça, où sommes-nous avec des reports en report? On avait décrété l'état d'urgence tant. Et quel est le produit de l'état d'urgence? Vous allez voir que jusque-là, nous ne voyons pas les résultats concrets de ce qui passe à l'Est. Voilà pourquoi j'ai dit, lorsqu'il y a un problème, si vous posez le problème et que ça ne marche pas, il faut chercher une autre stratégie. J'ai dit non, ici, j'avais posé tel acte, ça n'a pas marché, il faut emprunter une autre démarche. C'est ça la meilleure des choses, que de rester éternellement et vous allez enregistrer des morts, crier MONUSCO, Rwanda par-ci par-là et ça sera sans suite. Très bien. Alors, puisque cette MONUSCO, comme l'a dit votre co-débatteur, a des multinationales, des grandes puissances derrière elle au travers de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Aujourd'hui, la MONUSCO est en train de se plaindre, disant qu'elle a perdu certains de ses éléments qui sont morts, d'autres éléments sont blessés et tout ça. Pensez-vous que cela pourrait avoir un impact négatif sur la situation sécuritaire en RDC par rapport à une MONUSCO blessée, lésée, endolorie? Vous savez, monsieur le journaliste, le problème de l'Est, je peux vous dire que c'est une situation compliquée. Parce qu'on a tenté de faire les interventions, on a appelé même l'armée ougandaise pour venir être en contact avec l'armée congolaise pour traquer les ADF. Mais curieusement, on a vu les M23 apparaître. Ici, avoir l'impact négatif, je ne pense pas. À ma connaissance, ou si je peux faire une analyse sur ça, que ce soit la MONUSCO, que ce soit l'armée, il faut se mettre autour d'une table. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous avez la MONUSCO, vous avez l'armée, et il y a des tueries. D'où j'ai dit qu'il faut changer de stratégie. Nous-mêmes, nous voulons que la MONUSCO parte. C'est bien. Il faut que la MONUSCO quitte le pays pour que nous-mêmes nous... Pensez-vous que le soulèvement populaire serait l'une des stratégies à proposer? Je ne pense pas. Parce que le soulèvement populaire, cette population affamée, blessée, n'a rien pour se défendre. Vous voyez, un petit soulèvement, mais il y a eu des morts d'hommes. Aujourd'hui, on compte de 20 morts. Donc, il n'y a pas une suite favorable. Voilà pourquoi je peux conclure en disant que ça... Donc, cet événement, avant tout comme après, ça ne donnera aucun
aucun résultat concret, sinon que notre image risquera d'être tenue devant les instances ou les organisations internationales. Très bien. Il est vrai que vous avez beaucoup de choses à dire, mais vous comprenez aussi que nous sommes à la télévision. Le temps qui nous est imparti n'est pas vraiment notre allié. Donc les sujets restants, nous allons les développer aux émissions prochaines. Passons au deuxième chapitre de notre entretien d'aujourd'hui pour parler de la situation politique, tout en sachant que par rapport à ce premier sujet, chacun de vous pourrait toujours avoir besoin de rebondir encore là-dessus. Je vois comment Oscar Ramazani me regarde. Nous parlons de la situation politique. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 28 juillet. C'est aujourd'hui que Jean-Marc Akabound est invité à la Cour de cassation pour répondre par rapport aux allégations qu'il a tenues lors de sa dernière sortie médiatique. Que pensez-vous, Oscar Ramazani, du sort de Jean-Marc Akabound après cette invitation de la justice congolaise? Oui, la justice va faire son travail parce que nous sommes derrière les propos du chef de l'État, M. Félix Tshisekedi, qui a dit « Nous devons faire de notre pays, mon cheval de bataille, c'est l'état de droit. » Alors, et pensez-vous que nous vivons vraiment cet état de droit? Je suis en train de voir clairement que nous sommes vraiment en train d'avancer progressivement, je dis bien progressivement, vers un état de droit qui n'y en avait pas ici. Oscar Ramazani, est-ce que les propos de Jean-Marc Akabound étaient faux, selon vous? Il sera recadré par la justice congolaise. Alors, il a promis qu'une fois la Cour de cassation, il dira toutes les vérités, il amènera des preuves pour soutenir toutes les thèses qu'il avait présentées lors de sa sortie officielle. Vous n'avez pas peur, votre camp, que la personne du président de la République soit salie par des preuves que Kabound aura à présenter? Je sais que dans notre pays, nous avons les têtes qui sont très bien faites pour voir les choses, surtout en matière de la justice. Personne ne croyait que ce que le chef de l'État a dit, nous cherchons l'état de droit dans ce pays, ça peut aller dans sa ligne droite. Mais aujourd'hui, avec ce que Jean-Marc Akabound peut donner comme preuve, eh bien, nous attendons ces preuves. Je ne peux pas courir devant M. Jean-Marc Akabound qui détient les preuves. Dès lors que nous verrons des preuves, alors nous allons applaudir. S'il faut applaudir, parce que nous cherchons l'état de droit. C'est le chef de l'État qui a dit. C'est lui le maître du terrain, c'est lui l'arbitre. Il a dit, nous n'avons pas autre chose à faire que de faire avancer l'état de droit. Même si moi-même, Tshisekedi, je suis trempé, venez avec les preuves. C'est ça les propos des chefs de l'État. Alors je ne sais pas ici, moi, M. Ramazani, citoyen congolais, contredire le président de la République. Élu, non, c'est difficile. Très bien. Alors, Shadrack Toubenge, vous partagez cet avis de Oscar Ramazani ou vous avez mieux à dire sur les propos de Jean-Marc Akabound et sur cette procédure qui doit déjà s'ouvrir en son endroit? Oui, mais c'est le journaliste Jean-Marc Akabound, c'est un citoyen congolais qui est libre de mettre son opinion devant les médias, passer, parler tout ce qu'il veut, créer son parti politique, il est libre. Mais quand il parle par exemple du paradis fiscal, la disparition, exactement, tout ça, vous partagez? J'arrive. Okay. Maintenant là, c'est un élément clé, un élément important. Ça va aider la justice. Comme il dit que on a placé beaucoup de millions, ce n'est pas une maison construite au faubourg de Kinshasa. Je l'ai suivi sur RFI. Il doit amener, ça va aider la justice à amener des preuves pour montrer que tel a placé tel compte dans tel pays, tel a placé tel compte dans tel pays, et ça va nous aider. Et quand M. Ramazani dit sur l'état de droit,
L'état de droit, c'est une notion, c'est un concept là où il y a beaucoup de choses à développer. Beaucoup de choses à développer. Le président est là, il donne la grande ligne, mais nous voyons certaines choses dans la société où on arrive même que quelqu'un qui a été arrêté, qui n'a même pas fait 1 mois, 2 mois, il est gracieux. On l'a vu ici en République démocratique du Congo. Dans les procès 100 jours. Puisqu'il n'y a pas d'état de droit, tu penses que le sort de Jean-Marc Aboud est déjà scellé? Non, non. Il jouit de la présomption d'innocence. Les droits congolais, les droits pénals congolais, tous ces principes, les principes des droits pénals congolais sont clairs. Il y a les droits de la défense, il y a la présomption d'innocence. Même si le monsieur est condamné, il a tous les moyens. Bon, au niveau de la cassation, là aussi il y a un arrêt de la Cour de cassation, là il est condamné. Mais pour le moment, il est d'abord présumé innocent, il doit seulement amener des preuves. Ce n'est pas une question d'être paniqué. On a appelé Jean-Marc comme si quand quelqu'un il est invité à la justice, on l'arrête, on le met en prison. Non, il est capable de se défendre, d'apporter les preuves, de moyens pour nous qui suivons ces procès, cette procédure de loin. Ça va nous aider à développer et nous garantir que réellement il y a un état de droit, oui ou non. Très bien. En tout cas, je reprends la parole parce que l'émission est déjà à sa fin, mais je vous promets que cette même semaine ou en début de semaine prochaine, nous allons encore nous retrouver sur ces plateaux parce qu'on doit continuer. Il y a les déclarations de... J'ai réagi 1 minute à propos de l'état des droits. Parce que c'est ce que je vois. Très bien, je vais vous donner la parole. Okay. Il y a Franck Diongo aussi qui a dit des choses. Nous devons commenter là-dessus. Il y a le docteur Mouniangi qui a été reçu par notre confrère Louis-France Kouzikessa, qui a révélé aussi un certain nombre de choses. Il y a même le docteur Mukwege, qui lui aussi a fait des révélations et des révélations. Nous allons revenir ici, et notre sujet sur la situation sociale de la RDC, ça sera aussi l'un des points que nous allons évoquer à notre prochaine édition d'émission. Alors, nous sommes à la fin. Ramazani, 30 secondes pour dire ce que vous avez, et puis nous allons clôturer. Oui, à propos de l'état des droits, c'est un processus. Et je sais que ce n'est pas l'arrestation des gens qui fait l'état des droits. Mais il y a aussi, comme il a dit, quand on est innocent, on ne sera jamais, parce que c'est un état de droit, et qu'on a arrêté quelqu'un, il faut inévitablement l'emprisonner. Vous nous préparez à quoi? Hein? Avec ces mots, vous nous préparez à quoi? Et je vous prépare à savoir que l'état de droit est là, nous sommes dans les processus. Que Kabound sera en prison. Je ne dis pas qu'il sera en prison. Très bien, merci beaucoup. La justice fera son travail. Oscar Ramazani, merci beaucoup Shadrack Toubé. Libérer aussi, c'est un état de droit. À la fin de notre émission, mais la coutume, nous ne pouvons pas. Ça me fait plaisir les petits signes de main que vous me faites là parce que vous avez vraiment encore à dire. Nous allons respecter notre coutume, mais nous allons vous proposer des noms de personnalités congolaises à qui vous allez vous adresser et cela va se faire face à la caméra. Nous commençons avec Shadrack Toubé. Ça sera 2 noms pour vous, 2 noms pour votre co-débatteur. Ainsi, nous allons clôturer l'émission. Shadrack Toubé, vous regardez votre caméra. Très bien. Face à la caméra, trouvez des mots à adresser au président de l'Assemblée nationale. Je cite Christophe Mbosso-Kodia. 30 secondes. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, vous êtes l'une des autorités de la République. Il faut aider le pays pour que l'avenir de ce pays soit meilleur. Donc, si vous ne faites pas votre travail aujourd'hui, l'histoire va écrire en mal ton nom. C'est ce que je peux dire. Très bien. C'est arrivé tout droit au bureau de Christophe Mbosso-Kodia, président de l'Assemblée nationale. Shadrack Toubé, face à la caméra. Trouvez des mots
pour vous adresser à messieurs Bobo Boloko Bolumbu. Parce que vous êtes ressortissant de Grand Équateur. 30 secondes. Ce que je peux dire, le Grand Équateur, c'est une province oubliée. Je ne peux pas citer les noms comme on peut le dire, mais nous sommes oubliés. Les 5 chantiers, la révolution de la modernité, tout ce que nous avons connu ici dans le pays, comme les programmes précédents, il n'y a rien. Si vous arrivez à l'Équateur, ma province, vous allez pleurer. Et ce que nous devons faire, c'est que nos aînés ont la chance d'accéder dans certains postes de décision. Ce qu'ils doivent faire, c'est de faire tout de leur mieux pour que si quelqu'un arrive à l'Équateur, puisse se sentir que non, il y a aussi les fils dignes de cette province. Aujourd'hui, tout le monde est en train de vilipender Mobutu. Mobutu n'a rien fait. Mobutu avait abandonné l'Équateur pour construire Katanga, construire telle province. L'Équateur, il y a beaucoup de choses. Bon, pour ne pas abuser de votre temps, il y a trop. Je regrette pour ma province. Il doit faire quelque chose. Et surtout, il doit laisser la justice être indépendante et faire bien son travail. Et nous allons mater son temps. Merci. Très bien, merci. Puisque nous n'avons plus de temps, nous allons du côté de Oscar Ramazani. Vous aussi, face à la caméra. Oscar Ramazani, vous trouvez des mots pour vous adresser à monsieur Denis Kadima, président de la CENI. 30 secondes. Oui, Denis Kadima, président d'une grande institution d'appui à la démocratie. Nous lui souhaitons bonne chance et nous lui demandons de faire le travail avec un esprit qui est voué, un esprit civique. Oui. Très bien. Et pour finir, face à la caméra, Oscar Ramazani, vous vous adressez à monsieur le pasteur Pascal Mukuna. 30 secondes. Pasteur Mukuna, vous avez une charge et une responsabilité parce que vous avez une foule et cette foule compte sur vous. Alors, c'est à vous de démontrer que réellement, ceux qui vous ont placé confiance ont placé confiance à une personne et une personnalité digne. Très bien. Merci beaucoup. Ainsi prend fin l'heure du Congo d'aujourd'hui. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pour son succès. Ingénieur Mike Yann, merci. Merci à Jérémy Fouetta qui est à la régie. Merci à Jean Dété Moukendi derrière la caméra. Merci à mes invités, Shadrach Toubengue. Un grand merci à vous. Merci, merci à Oscar Ramazani d'être passé. Merci à vous, peuple congolais, qui nous suivez. Et je dis comme ça, heureux anniversaire à mon grand frère propre, Guigui Ndungidi. Guigui Ndungidi ainsi que toute la grande famille de l'Abralima. En tout cas, mes voeux les meilleurs à vous. Joyeux anniversaire à vous, grand frère. Heureux mariage à Junior Ndungidi, Tade Ndungidi, Bouanakawa, mon frère. Et félicitations aussi à Emmanuel Chibambe, mon ami et frère, qui s'est marié coutumièrement dernièrement. Merci à Fils Kazadi, directeur des informations de Le Peuple d'Abord Télévision. Un grand merci à Perle Kabinga, son directeur général. Nous nous revoyons à la prochaine édition et nous nous disons bye bye.